Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. C'est l'heure de retrouver la petite philo de l'été avec le philosophe Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur de votre dernier essai Le monde est flou chez Plomb. Et comme tous les matins de l'été, on prend un peu de recul sur cette drôle d'année grâce notamment à la philo. C'est l'été, c'est la festivité, c'est l'insouciance estivale. Finalement, voilà, est-ce qu'il y a un avant et un après dans le fameux sens de la fête ? Est-ce qu'on va retrouver le sens de la fête comme avant ? Est-ce qu'on l'a perdu ? Ou est-ce qu'on va le surinvestir ? Comment vous voyez la chose, vous, en tant que philosophe ? Je pense que la fête qui a toujours été quelque chose de politique, les anthropologues nous montrent ça, qu'il n'y a pas de fête simplement défoulatoire et qui ne servent à rien. La fête, c'est toujours un lieu de politique, un lieu de revendication, un lieu d'affirmation de soi, un lieu d'inversion des rôles, je pense au carnaval. Et donc les anthropologues nous ont montré que la fête, c'est politique, ça fait de la politique, ça crée, elle est créatrice. Ouais. Et ben ça, je pense que là, on va la voir comme ça, la fête, parce qu'on a vraiment vu que l'absence de fête, politiquement, c'est une régression, en fait. Moins on fait la fête, moins on est impliqué politiquement, en fait, paradoxalement. Et donc, je pense que, je sais pas, peut-être qu'on va la surinvestir pendant un temps et après revenir à des fêtes comme à l'ordinaire. Oui. Mais par contre, on sait l'importance politique de la fête, c'est s'approprier un espace et puis réinventer des rapports humains. Oui, c'est ça. Et pourtant, Vincent Cespedes, on les a fustigés quand même, les jeunes toughers, les fêtards soi-disant insouciants. Voilà, c'est pas forcément la même image un peu politique de la fête dont on a besoin que vous évoquez là. J'ai l'impression, alors c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que oui, on les fustigeait, bande d'inconscients qui répandaient le virus, etc. Mais quelque part, quelque chose en nous souriait. J'ai l'impression, si on est honnête, c'est qu'on les fustigeait d'un point de vue du bien commun qui n'était pas respecté, mais quelque part que des jeunes fassent la fête, il y a quelque chose en nous qui se réjouit là-dedans, parce qu'on sait très bien que la fête, c'est aussi un rite de passage. Et que être jeune en étant privé de ces micro-rites de passage, finalement, c'est de vouloir que la jeunesse n'accède pas à un âge adulte, qui d'ailleurs va être assez rangé, assez pépère, dans une logique où la valeur travail va être au centre, etc. Pas si sûr, ça, on n'en sait rien. Il y a toute une génération qui peut-être pas, qui regarde un petit peu autrement ces fameuses valeurs de travail qui passent pas forcément... qui peut passer après, par rapport à une vie. Alors oui, moi je pensais au spring break, vous savez, ces jeunes Américains qui vont dans une station balnéaire avec du sexe à gogo, de la drogue, de l'alcool. Beaucoup d'observateurs sont en panique morale lorsqu'ils assistent à ça, mais en fait, avec des études sérieuses, on se rend compte qu'en fait, c'est juste un rite de passage où ils se préparent à quelque chose d'assez normé par la suite. Et donc, faut bien comprendre que la fête, c'est de l'ordre social en train de se faire. C'est pas du désordre. C'est un désordre qui crée de l'ordre social et qui peut aussi créer de l'exclusion. Je pense au dress code, par exemple. On veut être normal dans une fête. On veut pas détonner. On veut s'adapter. Et on peut aussi être refoulé en fonction d'une certaine condition sociale devant les portes des boîtes de nuit. Donc, la fête, c'est pas simplement un exutoire collectif. Ça, c'est une vision un peu simpliste. C'est pas simplement un lieu de brassage social. La fête, c'est fondamentalement créer un ordre et peut-être un ordre nouveau. Et c'est dire, voilà, je veux que la vie aille dans ce sens-là et voici mes valeurs et je porte mes valeurs au maximum de leur déploiement dans le temps d'une fête avec toute l'ivresse qui va avec. Ouais. Alors, qui dit la fête dit aussi la joie, l'humour. On sait que le rire en temps de crise, c'est un vieux sujet, ça. C'est un vieux ménage à 3, à 2, d'ailleurs, dans l'histoire. Oui. Je trouve c'est une crise où on a beaucoup moins rigolé et moins souri. Sûr, oui. Les masques, d'ailleurs, symboliquement, empêchaient les sourires. Et on a vu que, notamment chez les tout jeunes qui avaient leurs professeurs sous masque parfois, c'est extrêmement difficile. L'acte éducatif, l'acte de transmission, lorsqu'il n'y a pas de sourire. Un sourire, c'est pas simplement un truc niais où on sent que l'autre est gentil. Un sourire, c'est aussi un signe de reconnaissance. L'autre me reconnaît dans son sourire plus que dans ses yeux. Voilà la grande leçon du Covid. Oui, le regard n'est pas suffisant. Le regard de communication n'est pas suffisant, en fait. Exactement. C'est tout le visage et notamment la bouche. On a vu le rôle de la bouche qui valide mon existence parce que la commissure est
est un peu pincé vers le haut, sourit, etc. La désapprobation passe par un sourire, l'humour, la fanfaronnade. Voilà. La bouche est aussi expressive qu'un regard. On a 3 yeux et la bouche en fait partie. Oui, parce que c'est vrai que durant toute cette période-là, ça nous renvoyait quoi? Une espèce de visage un peu, quelque part anonyme, à tous se ressembler, dans une espèce d'uniformisation aussi, d'automatisation, de robotisation, je ne sais pas comment... Exactement. Je suis Oui. très sensible à ce que tu dis, Laurence. On a vraiment, dans cette crise, on a vraiment des têtes d'androïdes, Oui, c'est de vrai. robots. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous humanise, c'est pas notre regard, parce qu'on arrive depuis environ 150 ans à faire des poupées avec des regards absolument lumineux, presque mouillés d'humanité. Ça, on y arrive. Par contre, une bouche qui ressemble vraiment à la bouche humaine dans toutes ses micro-expressions, c'est extrêmement difficile. On connaît Sophia, l'androïde d'Arabie Saoudite. Vous savez quand même la nationalité, qui a pris la nationalité de l'Arabie Saoudite. Oui. Bon, elle fait peur. Ses yeux sont assez humains, mais alors les mouvements de sa bouche sont absolument effrayants parce qu'elle se rapproche de l'homme, mais ce n'est pas humain. Et donc, on a découvert ça. Le masque, finalement, qui donne le côté un peu anonyme, Oui. nous assèche dans tout ce qu'on peut envoyer à l'autre. La puissance du sourire, je pense que c'est vraiment une découverte et on sort d'une sorte un peu de niaiserie en disant un sourire c'est gratuit, vous savez les petits mots qui sont mis pour qu'on soit gentil avec la vendeuse. Là pas du tout, là on a vu que c'était important, c'est signifiant. Il y a une signification au-delà des mots et qui passe par le visage. Le grand philosophe de ça, notons-le, c'est Emmanuel Lévinas, qui faisait du visage d'autrui, le fait que tout d'un coup autrui m'offre son visage, une nécessité d'être responsable de l'autre. Je suis responsable du mal qu'on pourrait faire à autrui parce que j'ai accès à son visage, mais je suis aussi responsable du mal qu'il pourrait faire lui-même. Tout d'un coup, je suis comment dire, impliqué éthiquement par le visage de l'autre, avant même les mots. Oui, et puis de toute façon, il y a toute la symbolique aussi du masque, où l'on parle d'émotions masquées, où l'on parle de sentiments masqués, il y a une forme de tricherie aussi là-dedans. Il y a on une n'est forme pas... de tricherie. Et le masque en français peut être le masque aussi de la fête. On se cache dans certaines fêtes, Oui, c'est vrai. au bal masqué, ohé ohé. Donc on peut. Mais là justement, c'est inventer des identités, jouer avec l'identité. Or le masque, comme il était à peu près pareil pour tout le monde, même s'il était assez bariolé, on n'a pas pu vraiment exprimer des identités alternatives. Voilà. Donc la fête c'est ça aussi. La fête c'est prendre son identité, jouer avec, la pousser au maximum, et puis avoir un rapport ludique avec son identité. Je pense que dans nos temps de crispation identitaire, ça nous fait du bien de retrouver cette identité fluide, capable d'évoluer et qui se prend pas complètement au sérieux. C'est très, très important. Ouais, c'est la faute aussi qui permet ça. Ouais. En finir avec l'esprit de sérieux. Là, il y a une année de trop. Exactement. Vous savez, la fête est toujours combattue par les pouvoirs autoritaires, et pas simplement les gay pride, qui sont donc des parades pour la reconnaissance des droits des communautés LGBT. Il y a pas ça. Le pouvoir catholique au 19e siècle interdisait certaines fêtes dans les villages et critiquait ce qu'ils appelaient la festomanie pour en fait contrôler le peuple et appauvrir la sociabilité d'un peuple. La fête est une richesse en fait. C'est la richesse d'une sociabilité, c'est l'exercice ludique d'une sociabilité alternative. Et donc ça crée des liens, ça crée des amours, ça crée de la liberté, ça crée de la joie. Dans une société où tout ça, ça doit être contrôlé, la fête est un peu l'ennemi à abattre. Et je pense qu'on en a conscience maintenant, que c'est par la fête que la démocratie se fait aussi. Voilà, cultivons et gardons ce sens de la fête. Alors, petite leçon de philo et petite leçon d'après-crise. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Et la petite philo d'été, bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. On se retrouve dimanche prochain. Merci.